Bien, bonjour mes amis, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous accueille dans ce nouveau webinaire qui est consacré à un sujet qui est un sujet un peu cambouis, hein, un peu technique, hein, qui concerne donc tout ce qui est habilitation, accès, autorisation, un problème extrêmement important aujourd'hui, hein. Alors, on va tenir dans une heure, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Euh, voilà, donc on n'est pas très nombreux, c'est simplement parce que je crois que c'est la fin de semaine ou le week-end et en plus on est vendredi, hein, donc c'est pas facile pour tout le monde, mais c'est pas grave. De toute façon, tout ce que nous faisons actuellement est enregistré et c'est long et sera à votre disposition donc une fois la session donc terminée. Alors, le sujet, c'est donc habilitation et gestion des identités. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui concerne, en réalité, donc les moyens d'accès donc au système d'information. Et nous allons faire ici, dans cette première, on va dire, ce premier webinaire consacré à ce sujet, on va vraiment poser le paysage. Hein. On va poser le décor de manière à ce que ensuite, dans d'autres webinaires, on pourra éventuellement revenir plus en détail. Et je pense en particulier au souci de la disparition donc des mots de passe. Et donc on y reviendra d'une manière très détaillée. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? D'abord, ce que recouvre la notion d'identité, ce qui n'est pas évident. Parce que l'identité, c'est quoi? C'est peut-être un mot de passe plus un identifiant, c'est peut-être l'identifiant tout seul. Il y a quand même des choses qui sont relativement communes à tous les systèmes aujourd'hui et sur lesquels donc on peut s'inspirer. Alors où on en est actuellement hein, dans ce domaine? Quels sont les problèmes concrets qui sont à résoudre? Très vrai. Les liens qu'il va y avoir entre les annuaires, les systèmes de single sign-on, donc d'identification unique, et puis bien sûr leur extension donc au monde Internet avec les web SSO. On va parler évidemment de l'extension de tout cela, c'est-à-dire la fédération d'identité. Et puis avec ces trois acteurs, hein, les trois acteurs que sont le fournisseur d'identité, le client et le fournisseur du service, avec quelques exemples. SAML, qui est une technologie basée donc sur XML, et puis surtout aujourd'hui les jetons basés sur JWT. JWT est une nouvelle technique que je trouve très intéressante parce que elle permet de développer des applications pas d'une manière trop compliquée, hein, mais en utilisant les standards d'aujourd'hui, c'est-à-dire en particulier le formatage JSON. Voilà. On va parler des intégrés de l'identité, car c'est quand même l'une des techniques qui est la plus utilisée aujourd'hui. Les gens n'ont pas envie d'utiliser le best of breed et préfèrent avoir quelque chose qui fasse tout. Hein. On parlera également d'IRM, IRM qui est une sorte d'extension à la gestion des objets. L'IAM, ce qu'on va appeler l'IAM un peu plus tard, c'est-à-dire la gestion intégrée donc des identités n'est pas adaptée lorsque vous avez un très grand nombre d'objets, je pense entre autres aux capteurs. Là, cette fois-ci, on peut avoir des centaines de milliers d'objets et ce n'est pas adapté. Le CIAM est une nouvelle évolution également dans ce domaine qui étend le concept d'intégrer, de gestion d'identité intégrée, à la gestion des clients ou on va dire des citoyens, enfin toutes les personnes pour qui finalement on travaille et qui sont nos interlocuteurs. Alors, il peut y avoir autour de ça, vous savez, maintenant, on en parle beaucoup, des relents de RGPD, de Cloud Act aux États-Unis, et puis maintenant de réglementation qui nous vient de Californie, donc qui nous empêche peut-être d'utiliser comme on le souhaiterait toutes ces informations. Ça porte le nom donc ou le néologisme de CIAM. On va regarder quels sont les apports de la biométrie. Je vous dis tout de suite, on en revient. On en revient parce que d'abord, aucune technique est incassable, c'est pas possible. Et en plus, il y a beaucoup d'erreurs. Et on le voit aujourd'hui avec la reconnaissance du visage, par exemple, où là, il y a quand même beaucoup de soucis. Par contre, là où ça devient très intéressant, et c'est ce sur quoi je reviendrai par la suite, c'est que sur les mobiles, les mots de passe, c'est terminé. C'est fini, on va prendre un exemple qui est celui donc de FIDO2, qui est en fait le remplacement du mot de passe par l'association d'une clé privée avec un élément de biométrie. Les deux, donc, ça nous permettra de faire une identification auprès d'un fournisseur de service sans pour autant devoir saisir un mot de passe qui de toute façon ne sert pas à grand chose. Et puis, on évoquera ce qui est une véritable tendance du moment, à savoir l'authentification qui devient maintenant permanente et transparente.
Car c'est vrai qu'il n'y a rien de plus pénible que de devoir toujours s'authentifier. Là maintenant, tout devient transparent donc et permanent, et ça aussi c'est une évolution très intéressante. Alors d'abord, où en sommes-nous aujourd'hui? Et quand on regarde le schéma que vous voyez ici, il y a quand même beaucoup de raisons qui nous amènent à essayer d'être un petit peu plus pertinents et de faire les choses avec plus de rigueur. D'abord, vous l'avez constaté comme nous, la cybercriminalité a fortement augmenté. La dématérialisation progresse. Il faut dire qu'elle partait de très loin. Elle progresse, mais elle a besoin quand même de s'appuyer sur, on va dire, des bases d'authentification qui soient un peu plus solides. La dématérialisation, c'est la fin donc de la personne physique n'existe plus. Par contre, on a affaire à une personne virtuelle, et on sait que le problème numéro un qu'il y a aujourd'hui en dématérialisation, c'est la capacité que nous avons d'apporter la preuve que nous sommes de bonne foi. Mais la preuve, ça passe d'abord par une identification. Et si on n'a pas confiance dans cette identification, évidemment, on retourne à la case de départ. Le nombre d'objets donc à prendre en compte aujourd'hui qui explose, alors on parle de centaines de milliards d'objets, j'en sais rien, on n'a pas compté, de toute façon c'est pas ça qui est important. Ce qui est sûr, c'est que les objets vont contribuer à l'identification. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire, que les règlements tels que RGPD européen ou le règlement américain ou celui de la Californie me semblent déjà très en retard. Parce que qu'est-ce qu'on appelle information, enfin, les attributs, les caractéristiques d'une identité, ce n'est plus ce que l'on connaissait il y a quelques années. Maintenant, c'est des choses qui sont beaucoup plus intimes. Et donc, ces systèmes-là, à mon sens, ne sont pas très adaptés. Donc, nombre d'objets donc à prendre en compte qui explosent aujourd'hui. C'est donc les modes de travail qui changent. Je pense que vous avez vu ce qui se passe actuellement en Europe, et plus particulièrement en France, où il y a des grèves, et ça fait exploser le télétravail. On se rend compte que finalement, on peut quand même travailler, pas nécessairement d'une manière dégradée d'ailleurs, mais on peut travailler donc en télétravail sans que faille tout recommencer quand on reviendra au bureau. Ça, c'est comme vraiment très intéressant. On le voit actuellement donc en France avec ces grèves à répétition. C'est la montée en puissance du cloud qui oblige à penser différemment la gestion d'identité. C'est plus comme avant. Le cloud va jouer un rôle essentiel. Moi, je suis convaincu que c'est pas notre métier, encore une fois, de devoir mettre des serveurs pour gérer les identités, pour gérer les domaines d'Active Directory. C'est un point de vue, mais je crois que c'est pas notre métier et qu'il vaut mieux confier ça à des gens dont c'est véritablement la vocation. Bon, maintenant, on peut ne pas avoir confiance dans ces prestataires, mais c'est quand même plutôt de leur côté que se trouve le métier. Les mots de passe, donc c'est fini, on verra. Des pratiques bizarres. Alors, ce que j'appelle pratiques bizarres, c'est le BYOD. Moi, j'ai toujours considéré que c'était une ânerie monumentale, parce qu'on ne peut pas gérer un parc de mobiles si vous ne le connaissez pas, c'est impossible. Et on parle maintenant de BYOID, c'est-à-dire en fait l'identité qui est fournie par un tiers. Ce tiers pouvant être Facebook, Google ou un autre. Je ne suis pas très favorable non plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas la main mise dessus, j'ai pas la maîtrise de ça. Et j'aime pas trop confier des informations quand même relativement confidentielles de ce point de vue-là. En tout cas, utiliser donc une identité comme ça. Cela dit, il y a maintenant, vous le verrez, un protocole qui s'appelle OAuth, version 2.0 actuellement, et qui permet donc de gérer et d'accéder à des données dites patrimoniales, des données dont on n'est pas propriétaire. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que dans une phase d'authentification, on va aller chercher peut-être l'identité qui est chez Facebook, mais on va d'abord, grâce à ce protocole, s'assurer qu'on a le droit de le faire. Donc, c'est un balai à plusieurs intervenants, mais là, effectivement, c'est intéressant. Donc, des pratiques bizarres, c'est la progression de ce qu'on va appeler les identités donc sournoises, donc celles qui nous viennent d'une manière plus générale par rapport au BYOID, donc le GFAM, du GFAM. La blockchain. Alors, on terminera d'ailleurs par la blockchain parce que on n'est pas obligé d'utiliser la blockchain tout le temps, faut quand même pas exagérer. Mais, dans certains cas, et il commence à y avoir des projets intéressants, dans lesquels la notion d'identité est partagée entre plusieurs contributeurs, avec des rôles bien précis, et donc on peut utiliser des systèmes de blockchain pour gérer cette identité. Et dernier point, moi, qui me gêne actuellement, c'est que le problème, si vous voulez, c'est comment intéresser donc les managers.
Ces problèmes d'identité, d'accès, tout ça, ce sont des problèmes techniques qui doivent être résolus par on va dire, les gens de l'informatique. Mais le management ne s'intéresse pas suffisamment à ça. Et il faudrait essayer d'améliorer, en tout cas, cette perspective. Bien. Alors, globalement, la gestion d'identité et des accès, on la distingue, si vous voulez, on va dire en 6 grands domaines qui sont représentés ici. Un domaine, donc, d'authentification. Un domaine, on va dire, d'habilitation. On verra ce qu'il en est tout à l'heure, avec beaucoup de produits que je vous ai indiqués sur ce schéma. Un domaine de gestion des droits de propriété, justement, c'est ce que j'évoquais à l'instant, à savoir avec la gestion patrimoniale. C'est la gestion des accès. Une fois que j'ai autorisé à faire quelque chose, j'appartiens à un rôle ou j'ai un profil, eh bien, je peux accéder à des ressources, mais là encore, on peut discriminer les accès d'une manière extrêmement fine. Et puis, il y a 2 domaines dont on ne parle pas suffisamment, et qui est celui de la gestion de l'intégrité, c'est-à-dire comment s'assurer qu'une identité n'a pas été corrompue. Et donc s'assurer de son intégrité. Ce qui n'a rien à voir avec la confidentialité. La confidentialité étant le fait que j'interdis à quelqu'un de regarder des informations en clair. Vous voyez? Donc l'intégrité et la confidentialité sont 2 éléments dont on va parler bien sûr par la suite. Alors, quels sont les problèmes qu'il faut résoudre aujourd'hui? Bon, vous connaissez bien. D'abord, vous voyez sur ce schéma, obtenir une vue globale qui soit exacte des droits et habilitations en cours dans l'entreprise. Êtes-vous certains, chers amis, que on peut montrer à un moment donné patte blanche? Est-ce qu'on peut dire, voilà, j'ai 5800 comptes, il y en a peut-être 34 qui appartenaient récemment à des stagiaires ou à des prestataires qui travaillaient chez nous, à qui on avait attribué donc un identifiant provisoire. Est-ce qu'on est sûr de pouvoir donner une cartographie claire et précise de cet état des lieux? C'est pas évident. Or, ce qu'il faut savoir également, c'est que les contraintes réglementaires, je pense à des contraintes telles que SOX, telles que BAL2, eh bien, ce sont des contraintes qui nous obligent normalement, via des audits, à montrer patte blanche. Je suis pas certain qu'on le fasse toujours. C'est aussi le fait de mettre en adéquation les droits entre les applications externes et les règles internes de sécurité. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on va se connecter, et on ne va pas se connecter uniquement au système d'information. On va se connecter éventuellement à d'autres ressources qui sont à l'extérieur. Et donc, il faut que je puisse le faire. Et c'est pour ça qu'on parlera de privilèges, de gestion des privilèges, on parlera de fédération d'identité. C'est aussi le but de soulager la hotline. Parce que la hotline passe un temps extrêmement important à refaire des mots de passe qu'ont perdu donc les gens, bien qu'il est marqué en post-it sur leur écran, hein, et donc ils n'en peuvent plus de répondre à ce renouvellement de mots de passe. Et on a trouvé dans tous les intégrés du moment des solutions qui nous permettent justement de permettre aux personnes de renouveler leur mot de passe d'une manière automatique et sans faire appel donc à la hotline. C'est permettre donc aux partenaires d'accéder à votre système d'information, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus travailler en autarcie, c'est fini. Vous travaillez avec des partenaires. Le partenaire, vous n'allez pas lui demander de se loguer 4 fois, sous prétexte qu'il va se connecter à 4 systèmes d'information différents. D'où la notion donc de fédération d'identité sur laquelle je reviendrai. C'est convaincre donc, vous me direz, j'insiste un peu lourdement, hein, le management, qu'on fait pas ça pour embêter tout le monde, hein, c'est pas ça. Mais quand on essaie d'améliorer tous les systèmes d'authentification de l'entreprise, eh bien, c'est pour le bien de l'entreprise. Vous voyez? Et c'est parce qu'elle marchera mieux. Il y aura moins de pertes, il y aura moins de beaucoup de choses. On a donc intérêt à faire des efforts dans ce domaine. Il faut organiser des audits internes et externes pour s'assurer que la gestion des identités ne se dégrade pas. Il faut d'ailleurs la mesurer. Et puis, on va essayer d'améliorer le niveau de sécurité. C'est pas la peine d'avoir 45 mots de passe. D'abord parce qu'on s'en souviendra jamais. On va les marquer donc sur un carnet, ou on va les marquer en post-it sur le bureau ou sur l'écran. Et donc, évidemment, en sécurité, c'est pas possible. D'où la nécessité de faire du SSO, Single Sign-On, ou quand on accède à Internet, donc à du Web SSO. Donc, améliorer la sécurité. Vous savez, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, je le dirai un peu plus loin, c'est que quand on donne un mot de passe à un utilisateur, c'est pas simplement un mot de passe qu'on lui donne. On lui donne un morceau de l'entreprise. Il faut bien comprendre ça. Et il faut que lui ou elle comprenne ça.
on lui donne un morceau de l'entreprise. Donc à cette personne de faire attention de ne pas divulguer d'une manière anormale ces informations qui doivent rester confidentielles. Et donc, vous voyez, et puis traiter donc finalement correctement et à moindre coût les arrivées, les départs, les changements de responsabilité, les mutations, ce qui pose toujours un gros problème, hein, et donc qui nous fait passer du temps. On avait fait une évaluation avec 30 000 personnes, donc pour lesquelles il y avait 5%, 5% donc de mouvements qui se produisaient donc dans l'année. Eh bien, ça nécessitait la présence d'entre 5 et 6 personnes en permanence. C'est un peu idiot, quoi. Je veux dire, on peut essayer d'améliorer quand même ces choses-là, enfin, de mon point de vue. Globalement, voilà comment ça se passe dans une entreprise. Et vous avez sur ce schéma pratiquement tout ce qu'il faut savoir réellement. Vous avez 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est celui de l'entreprise, vous savez, en haut à gauche. Là, vous avez, on va appeler ça le SSO1, donc Single Sign-On numéro 1. Pourquoi? Parce que de plus en plus aujourd'hui dans les entreprises, on installe des SSO de manière à ce que les gens n'aient pas à se souvenir de plus d'un seul mot de passe et identifiant. Très bien. Donc on est connecté à ça. Et via le SSO, on va pouvoir se connecter aux ressources internes, c'est-à-dire la comptabilité, les ressources humaines, le marketing, etc. Bon. Ce qui se passe actuellement, ce qui est très intéressant, c'est que on est passé d'un système de SSO, on va dire, relativement traditionnel, et je vous montrerai l'architecture un petit peu plus loin. Maintenant, on a intégré dedans des mécanismes qui nous viennent de la fédération. Souvent, on nous dit, voilà, il faut que lorsqu'on attribue un identifiant, un mot de passe et un login à un utilisateur en interne, eh bien ça soit fait par un mécanisme de type SAML ou de type JWT. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de fédération, on l'a fait intervenir maintenant en interne. Ce sera d'ailleurs plus du JWT que du SAML. Ensuite, vous avez sur la partie droite, vous avez les partenaires. Les partenaires, donc, qui eux, ils veulent se connecter sur votre système à vous. Hein, ils veulent se connecter, donc et c'est ça que va donc faire le travail, ce sera le travail donc du fournisseur d'identité qui va dire tu veux te connecter, eh bien je t'attribue un identifiant, un mot de passe pendant mettons 2 heures, je t'envoie un jeton, ce qu'on appelle un token, hein, et ça te permettra de te connecter à la gestion des stocks par exemple de l'entreprise avec laquelle tu collabores. Et donc ça permettra à cette personne en se loguant une seule fois, eh bien, de se connecter à plusieurs systèmes d'information différents, avec bien entendu une dégradation, peut-être au moins un contrôle donc des droits associés lorsque vous vous connectez à un centre, à un site, un domaine, on va dire, de sécurité qui n'est pas le même. Le Web SSO, c'est le troisième élément. Le Web SSO, là encore, c'est pareil, on n'a aucune envie de se rappeler de 150 mots de passe différents, et donc l'idée, ça serait de faire la même chose, c'est-à-dire du single sign-on, mais cette fois-ci sur Internet. On va voir que les premières tentatives qui avaient été menées entre autres par Microsoft avec un système qui s'appelait Passport, et puis maintenant de OpenID, ces systèmes-là maintenant sont devenus obsolètes ou n'ont pas fonctionné. Maintenant, on a d'autres systèmes qui commencent à bien marcher aujourd'hui, entre autres avec justement OAuth et puis OpenID Connect, qui sont des nouveaux protocoles faits pour ça. Et puis, in fine, vous voyez, c'est ce que j'ai mis en bas à droite, moi je crois, hein, encore une fois, qu'on n'a vraiment pas intérêt à garder ça donc chez soi. Alors vous me direz, c'est toujours la comparaison hein, entre j'ai pas confiance, donc je veux pas lui mettre des informations confidentielles, ou j'ai confiance et je me débarrasse d'une partie de mon travail. Moi, vous savez, j'ai toujours pensé que les prestataires, ces grands prestataires, on peut en dire ce que l'on voudra, des escrocs, tout ce que vous voudrez, c'est une plaisanterie bien sûr. Ils nous pratiquent des prix délirants, peut-être, mais ils connaissent bien leur métier. Donc le choix sera à faire, mais encore une fois, je ne peux pas le faire à votre place, hein, entre je fais confiance au cloud, hein, et les serveurs de gestion d'identité seront dans le cloud, plutôt que de garder ça chez moi. Bon, chez Microsoft, ça représente plusieurs serveurs, hein, 3 à 4 serveurs de gestion d'identité pour gérer, on va dire, la consolidation des identités des différents domaines, arbres et puis forêts, comme on les évoque avec Active Directory. Donc moi, je ferai plutôt comme ça. Mais attendez, on n'est pas obligé de me suivre. Hein. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Chacun son métier. Alors, d'abord quelques définitions, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'en ai un peu assez de voir
une terminologie mal traduite de l'anglais, particulièrement par les Français d'ailleurs, mal traduite par les utilisateurs. Hein. Il faut appeler un chat un chat. C'est pas compliqué. Donc j'ai rappelé ici ce que l'on entend par entité, identité, identifiant, etc. dans le monde de la gestion de l'identité. Alors une entité, c'est une personne physique ou morale, c'est-à-dire une organisation, une entreprise, hein, une ressource, ou un groupe d'entités individuelles. Ça peut être des employés, des partenaires, des fournisseurs. Une entité peut posséder plusieurs identités numériques. Une entité égale plusieurs entités numériques, en fonction de l'environnement. Quant à l'identité, et c'est ça qui est le plus important, c'est l'ensemble des caractéristiques par lesquelles une entité va être connue. Des attributs pourraient être définis, tels que le nom, l'état, suspensif, suspendu, actif, etc. Le niveau de confidentialité, ça peut être l'adresse, la notoriété, ou ça peut être tout simplement inné, comme les empreintes digitales. Vous voyez, ça ce sont des éléments, on va dire des attributs qui vont caractériser l'identité. L'entité, c'est la personne physique ou morale. L'identité, c'est ce qui permet donc de le caractériser. Ce que l'on va appeler, une notion qui est très importante, l'identifiant. Ça, c'est essentiel. Parce que, dans tous nos mécanismes, en fait, c'est l'identifiant qui va servir de pivot. C'est lui qui va me permettre d'accéder à des droits sans que j'aie à taper moi-même l'identifiant en question. Regardez, je suis dans un système SSO, donc on me demande de taper un login et un password, très bien. Mais pour me connecter à la comptabilité, ce que fait le SSO, il n'envoie pas le login password, qui est celui du SSO. Il lui envoie l'identifiant correspondant à l'identité, au password et au login. Et donc, la comptabilité va recevoir cet identifiant, eh bien, soit elle lui a attribué des droits d'usage de la compta, ou pas. Vous voyez, l'identifiant, en fait, c'est vraiment la colonne vertébrale. C'est ce qui vous permet d'accéder aux ressources, mais c'est quelque chose qui est transparent. Le problème actuellement, c'est qu'on ne peut pas utiliser n'importe quoi en tant que comme identifiant. Par exemple, les numéros de sécurité sociale ou d'assurance sociale selon les pays, eh bien, on n'a pas nécessairement le droit. Moi, j'ai toujours trouvé ça idiot, mais pour des questions de discrimination, il faudrait, bon, très bien. Ce qui est dommage, parce qu'à la place, qu'est-ce qu'on va utiliser comme pivot? La plupart du temps maintenant, on va utiliser les adresses courriel. Reconnaissez que c'est quand même un peu stupide, parce que la sécurité associée à une adresse courriel, on ne peut pas dire que ce soit vraiment l'idéal. Donc c'est un peu dommage, l'identifiant c'est vraiment fondamental. Ensuite, vous avez les rôles. Le rôle, c'est l'ensemble des habilitations qui sont nécessaires à l'utilisateur pour exploiter une ressource. Et puis le profil, c'est l'ensemble des habilitations attribuées à un groupe d'usagers homogènes. En général, ça marche comme ça. Je rentre dans l'entreprise, je suis développeur, je suis ceci, je suis cela. Donc, j'appartiens, on va dire, à un groupe qui a un certain profil. Après, je pourrais personnaliser, bien entendu, mon profil. Mais c'est à ça que ça sert. Hein. Donc, ça permet quand même de simplifier très largement la description donc, des usagers. Maintenant, vous savez que tout ça, on regroupe en général le concept dans l'idée de AHA. On parlera d'AHA, c'est-à-dire autorisation, habilitation, accès. Bon, non, chez nos amis américains, on parlera également de counting à la place de accès, mais bon, ça revient un petit peu au même. Hein. Alors, l'authentification, ben, c'est pas compliqué, hein, ça consiste à authentifier quelqu'un. On va donc l'authentifier comment? Eh bien, en distinguant un élément, par exemple, un élément que l'on connaît, hein, vous connaissez bien la fameuse trilogie, hein, un mot de passe, une phrase, ou l'élément que l'on possède, c'est-à-dire une clé USB, enfin, ce qu'il y a dans la clé USB, un smartphone, ce qu'il y a dans le smartphone, une carte à puce, un one-time password qui nous est attribué, mettons, à un moment donné par une banque, ou bien un certificat, donc voilà. Et donc un élément qu'on possède. Et puis c'est aussi un élément qui nous caractérise, c'est-à-dire une empreinte digitale, la voix, la géométrie de la main, la rétine de l'œil, et de plus en plus maintenant, l'ADN. Et donc c'est vraiment trois choses différentes. Les éléments biométriques sur lesquels je reviendrai donc ne sont pas aujourd'hui crédibles et ne sont pas, on peut pas les utiliser comme outil primaire, on va dire, d'authentification. Et quand on a besoin d'une authentification donc plus rigoureuse, à ce moment-là, on va passer par un mécanisme qu'on appelle le MFA, donc authentification multifacteur,
qui rend beaucoup plus compliqué la fameuse mascarade qui consiste à ce que on se fasse passer pour moi. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, authentification. Et quant aux autorisations, donc ce sont les habilitations, elles consistent à attribuer donc des droits d'accès et privilèges à une entité, vous voyez bien, de manière à ce qu'elle puisse utiliser les ressources du TI dans le cadre de son métier, et uniquement dans son métier. Donc un usager peut être donc authentifié, disposer d'une identité, mais peut être interdit d'accès à une ressource. Les deux concepts n'entraînent pas d'obligation l'un par rapport à l'autre. Alors le principe du moindre privilège, qui est vraiment très important, consiste à limiter les autorisations au strict minimum de ce qui lui est vraiment nécessaire pour fonctionner. Ça, c'est vrai, il ne faut pas donner des droits exorbitants à des gens qui sont exposés. Je pense toujours aux responsables de TI ou voire même au-dessus, donc au management. Ces gens-là, il ne faut surtout pas leur donner des droits avec des possibilités d'administration, surtout pas, parce qu'ils vont être la première cible. Donc on va essayer de travailler avec le moindre privilège, c'est-à-dire le niveau minimum avec lequel je vais pouvoir fonctionner. Vous voyez, en général, donc on va dire, ces autorisations sont attribuées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par appartenance à un profil. Alors, toujours dans la même dynamique, alors le problème des mots de passe. Le problème des mots de passe, c'est que, écoutez, c'est une plaisanterie. On se moque du monde, hein. C'est n'importe quoi. Vous voyez encore aujourd'hui même que le mot de passe le plus célèbre aujourd'hui, le plus utilisé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. J'ai le sentiment que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sécurisé. Alors, je pense qu'on n'en sortira jamais. C'est pour ça qu'il faut les supprimer. La plupart du temps, si vous voulez, le mot de passe, il est considéré comme un process d'entrée, alors que c'est pas du tout ça. C'est un moyen de protection. Et avec un mot de passe, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un morceau de l'entreprise que l'on va donc donner à l'usager. Alors, les critères, puisqu'on a encore le droit, on utilise encore des mots de passe. Je pense qu'effectivement, moi je vous ai donné ici, mais c'est pas une règle absolue, hein. Une longueur minimum de mot de passe, c'est 8 caractères. Il faut mettre des caractères numériques, minuscules, majuscules et spéciaux. On ne doit pas les trouver dans un dictionnaire. Vous savez qu'il y a des dictionnaires qui existent sur Internet aujourd'hui et qui vous permettent de retrouver très rapidement des mots de passe attribués à un login. Hein, quand on arrive à déterminer le login, hein, en général c'est prénom, nom, prénom, point, nom, ou première lettre du prénom, point, nom. Eh bien, si le mot de passe a une signification sémantique, eh bien, on a pratiquement une chance sur deux, à condition de mettre des ressources en ligne pour retrouver le mot de passe qui correspond. Donc, alors, vous voyez, on fera donc un mélange, donc le plus possible de caractères numériques. Il ne faut pas qu'il y ait de signification sémantique là-dedans. On ne les trouve pas dans un dictionnaire. Il ne faut pas réutiliser les n derniers mots de passe. Alors, est-ce que n est plus grand que 3, n est plus grand que 5? Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a aucune imagination. Et que finalement, alors c'est mon mot de passe 01, mon mot de passe 02, mon mot de passe 03. Il faudrait peut-être oublier une chose, c'est de prendre les criminels et les hackers pour des imbéciles. Hein. Ils sont tous au ça. Et donc, ils se connaissent bien. Et il faut donc être extrêmement rigoureux et ne pas réutiliser les mêmes mots de passe avant. Limiter également le nombre de tentatives donc de mots de passe. Alors, il faut essayer d'augmenter en plus la capacité de se loguer, le temps nécessaire pour se loguer. La première fois, vous donnez votre identifiant. La deuxième fois, vous attendez 5 minutes. La troisième fois, vous attendez un quart d'heure. D'abord parce que les hackers n'ont pas le temps. Hein, ils n'ont pas le temps, ils doivent essayer beaucoup de combinaisons, donc ils n'ont pas le temps. Alors bien sûr, c'est casse-pied. C'est casse-pied parce que je me suis trompé et il faut que j'attende un petit peu alors que je suis pressé. Mais ça peut être une solution quand même pour on va dire, protéger nos ressources. Et puis prévoir des tests de fragilité, n'oubliez jamais ça. Essayez. Faites tester ça par des prestataires externes. Hein. N'oubliez jamais que c'est quelque chose de très fragile. Alors, moi, j'ai ma petite recommandation. Alors, elle est très poétique, vous allez voir. Hein. J'applique le principe des moyens mnémotechniques pour les pilotes d'avion. C'est-à-dire, vous savez que les pilotes d'avion, lorsqu'ils sont ce qu'on appelle le point d'attente avant d'aller décoller, eh bien, ils doivent réciter un certain nombre de choses à faire, vérifier qu'ils n'ont pas oublié le frein à main, que, vous voyez, il manque pas plein de choses. Et donc, ils utilisent des moyens mnémotechniques. Là, je propose la même chose. Par exemple, ça peut être, je demande à mes usagers d'apprendre par cœur une chanson ou une poésie. Mais ils ne disent pas de quelle chanson ou poésie il s'agit. Alors, j'ai pris un exemple ici, c'est le Dormeur du Val, donc d'Arthur Rimbaud, qui est un poète français. Et je dis voilà, ma clé, mais je la donne pas non plus, hein.
La clé, c'est je prends la première lettre de chacun des mots. Et puis, alors, le premier mot, je prends la première lettre. Le deuxième mot, je prends la première lettre, mais je ne prends pas la lettre telle qu'elle, je prends sa position dans l'alphabet. Si vous regardez bien ici, le début du Dormeur du Val, c'est un trou de verdure où chante une rivière. Donc vous voyez bien que le premier mot, c'est C, donc C majuscule, on le voit ici. Un trou de verdure, UN, c'est le deuxième mot. Le U, c'est la 21e lettre de l'alphabet. Et comme ça, je peux prendre la moitié, on va dire, d'un vers, et je vais me reconstituer donc mon mot de passe. Comme je connais ma poésie, après tout, si je ne me rappelle plus exactement de quoi il s'agit, eh bien, j'ai qu'à me le réciter. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Alors, j'ai essayé de proposer ce genre de choses. Personne n'en veut. Ce qui est dommage, hein. Je préfère utiliser, alors, des mots de passe dits complexes, hein, avec des logiciels de génération de mots de passe complexes. Sauf que l'inconvénient, c'est ce qui est montré ici, l'inconvénient, c'est que vos mots de passe, ils sont tellement complexes que vous les oubliez tout de suite. Et donc, vous êtes obligé, une fois de plus, de les marquer quelque part. Sinon, vous ne vous en souviendrez pas. Voilà. Donc, je pense que on est quand même en butée maintenant. On est en butée, on est quand même un peu coincé. Je vois pas trop comment on va pouvoir s'en sortir dans cette voie-là. Je pense qu'il va falloir supprimer les mots de passe. Alors, voilà, vous voyez, bon, je vais même ajouter ici, vous voyez, les mots de passe forts, ce qu'on appelle un mot de passe fort renforcé. Donc, c'est lorsqu'il est difficile à deviner. Avec une définition comme ça, je risque pas de me tromper. Il doit comporter, lui, alors au moins 6 caractères, moi je pense que c'est plutôt 8, hein, utiliser les symboles comme on l'a dit tout à l'heure, avec 8 caractères et une sensibilité minuscule, majuscule, ça donne 53 000 milliards de combinaisons. Bon, voilà, disons qu'on a quand même une certaine protection en utilisant ça. Hein. Mais c'est pas évident, je pense que c'est pas la solution. Utiliser donc un gestionnaire, un générateur de mots de passe durci, ça me paraît en tout cas tout à fait inutile. Alors, maintenant, une fois que j'ai donc mes mots de passe, je définis un petit peu mon paysage, je voudrais regarder ce qu'il y a dans le SSO, ce fameux single sign-on. C'est donc le fait que, grâce à un SSO, eh bien, je vais ne m'authentifier qu'une seule fois. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'abord parce que j'ai un nombre croissant d'applications aujourd'hui. Donc beaucoup d'équipements, donc avec autant de mots de passe à mémoriser, ce qui est donc impossible. Et donc les utilisateurs, comme je l'ai dit depuis le début, ont tendance à appliquer des règles de sécurité élémentaires en inscrivant ça en post-it. L'objet d'un single sign-on, ça va être de centraliser l'authentification pour permettre à l'utilisateur d'accéder à toutes les ressources. Donc il va s'authentifier qu'une seule fois. On lui demande de faire un petit effort, de se souvenir d'un mot de passe et d'un login. Bon, on pourrait peut-être arriver à s'en sortir. Hein. Plus l'utilisateur doit gérer des mots de passe, plus il aura tendance donc à utiliser des mots de passe identiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Les avantages de ce système. D'abord, c'est la réduction de la fatigue de mots de passe, le manque de souplesse qui est lié à l'utilisation de différentes combinaisons de noms d'utilisateurs, ce qui nous casse les pieds. La réduction du temps passé à saisir le même mot de passe pour un même compte. C'est la réduction du temps passé en support informatique pour les oublis, ce que je disais tout à l'heure, avec donc le centre d'appel. La centralisation des systèmes d'authentification, c'est une très bonne chose. Et ça permet de sécuriser à tous les niveaux. C'est quand même plus facile de sécuriser sur un mot de passe login attaché à un identifiant que 45. C'est pas possible, hein. Et donc, on a intérêt à faire ça. Donc, la centralisation des informations donc de contrôle d'accès pour les tests de conformité aussi à toutes les normes, parce qu'il y a des normes derrière tout ça, est quand même un bon moyen de sécuriser mon système d'information. Bien. Les systèmes, les SSO sont tous fondés sur ce qu'on appelle des annuaires. Les annuaires, l'annuaire qu'on utilise aujourd'hui, c'est un annuaire dit LDAP. LDAP, le L pour light, c'est-à-dire en fait ce sont des annuaires qui existaient déjà avant, hein, mais qui étaient trop compliqués. On appelait ça des annuaires DAP, qui correspondaient à une norme bien précise, trop compliquée. Ce qu'il faut bien comprendre sur les annuaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un annuaire, ce n'est pas une base de données. Ce n'est pas du tout une base de données. Un annuaire, c'est une arborescence qui décrit la structure hiérarchique des contributeurs au système d'information, c'est-à-dire les individus, les machines, les applications ou toutes les autres ressources. Et dans le cadre donc d'un annuaire LDAP, vous avez un langage, hein, c'est surtout ça le LDAP, c'est un langage de dénomination, et vous en voyez quelques exemples ici. Votre rôle, ou notre rôle, c'est de définir quelle est l'architecture de l'entreprise et comment je vais pouvoir rattacher les éléments de l'entreprise, applications, personnes, machines, départements, divisions, etc.,
et attribuer donc des droits ensuite d'accès à cette organisation. C'est ça un annuaire LDAP. Et on ne peut pas imaginer un système de SSO sans un annuaire LDAP, c'est absolument impossible. Alors, vous verrez, en revoyant tout cela, donc vous verrez que c'est un véritable langage avec la notion d'objet, la notion d'attribut, et il y a un certain nombre d'objets et d'attributs qui sont standards hein, et qui ne sont pratiquement pas imposés, mais qui sont qu'on peut réutiliser. Je donnerai une simple chose qui me paraît importante aujourd'hui, c'est que ne confiez jamais ce travail-là de définition d'un annuaire LDAP à quelqu'un qui vient du TI. Faites-le faire par les utilisateurs, parce qu'il n'y a qu'eux qui connaissent ça bien, c'est surtout eux qui connaissent bien l'organisation de l'entreprise. Et mon expérience dans ce domaine montre qu'à chaque fois qu'on a confié ce travail de définition de cette armure arborescente telle qu'on la voit ici à un utilisateur, connaissant bien sûr l'entreprise, hein, eh bien ça s'est bien passé. Quand on a demandé de faire ça à des informaticiens qui ont dû d'abord s'informer pour savoir comment ça marchait, ça s'est beaucoup moins bien passé. Donc, annuaire LDAP. La gestion donc des accès. Alors, il y a plusieurs manières d'organiser un SSO. Je vous mets ici simplement une architecture d'aujourd'hui qui est l'architecture décentralisée, c'est-à-dire que nous maintenons dans chacun des endroits où se trouvent les autorisations d'accès, donc aux applications, on maintient à chacun de ces endroits-là, on maintient les droits d'accès. C'est-à-dire, je suis responsable de la comptabilité, c'est moi qui vais donner donc les droits d'accès et attribuer donc une autorisation, une habilitation pour accéder à mon système comptable. On a changé. Auparavant, le système était centralisé, c'est-à-dire qu'on faisait remonter ces informations qui étaient donc gérées et qui étaient générées par les utilisateurs, on les faisait remonter. Le problème qu'il y avait, c'est que plus de 50% des habilitations n'étaient pas remontables. Du temps, par exemple, de Lotus Domino d'IBM, les habilitations, eh bien, elles étaient chiffrées avec un système de chiffrement, 3 algorithmes de chiffrement particulièrement robustes, hein, avec des systèmes donc, de serveurs principaux, des serveurs secondaires, et c'était impossible. La plupart du temps, quand vous avez des systèmes, des ERP par exemple, ou des systèmes de gestion de la relation client, il y a donc dedans des systèmes d'habilitation, mais vous ne pouvez pas les récupérer. Vous ne pouvez pas mettre un trigger dans la base de données et dire dès que je crée quelque chose, je le fais remonter. On ne peut pas, à peu près dans 50% des cas. Donc ce que l'on fait, et c'est pour ça que je vous montre cette architecture, disons, on va dire décentralisée, eh bien vous avez un point d'accès central dans lequel vous avez par personne, par utilisateur, un login et puis un mot de passe. Ce login mot de passe transparent, de manière transparente et lié donc à un identifiant que vous ne voyez pas, mais qui va vous servir de liant pour pouvoir accéder ensuite à toutes les applications. En fait, c'est simplement un SaaS. Dans une architecture décentralisée, le SSO est un SaaS, donc un point d'accès, on va dire, et qui permettent de prendre en compte tout ce que je vous mets ici sur ce schéma, donc les applications bien entendu, la messagerie instantanée, le téléphone qu'il faut surtout pas oublier, etc. Donc tout va pouvoir être centralisé comme ça. C'est comme ça que l'on fonctionne aujourd'hui, avec quand même un certain nombre d'inconvénients sur lesquels on pourrait donc que l'on pourrait donc évoquer. En particulier, c'est que la certitude d'avoir, si vous avez une panne quelque part, bien, vous avez quand même des gens qui sont pénalisés. Vous direz, c'est moins pire, on va dire, que dans un système centralisé, où c'est le système SSO central tombe en panne. Alors là, on peut plus travailler du tout. Mais disons qu'il y a une capacité de dégradation qui est plus importante, parce qu'au fond, il y a une diffusion des droits qui se fait dans toutes les applications, et ça peut être, on peut considérer ça comme on va dire comme un inconvénient. Maintenant, quand on parle maintenant de fédération, la fédération, comme je vous l'ai dit, c'est le moyen d'associer plusieurs utilisateurs, plusieurs domaines de sécurité, et de permettre à un utilisateur de se connecter une seule fois. Et donc, la grande idée, c'est bien ça, c'est qu'on pourra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit faire de la fédération interne, c'est de plus en plus le cas, mais aussi de la fédération externe, donc entre partenaires qui ne partagent pas le même domaine de sécurité. Alors, il y a aujourd'hui, et c'est ça qui est difficile actuellement, une multitude de solutions différentes
auxquels il faut se connecter. Vous le voyez sur ce schéma. Hein. Vous voyez d'abord des systèmes Kerberos, qui est assez compliqué, qui a été créé par le MIT. Vous avez des systèmes spécifiques, vous avez des systèmes basés sur SAML, donc sur XML avec SAML. Vous avez des architectures à clé publique, les fameuses PKI. Vous avez très souvent de l'Active Directory. Hein, en général, de toute façon, la plupart des réseaux sont organisés avec Active Directory. Vous avez donc des systèmes dits SCIM, voire Radius, pour gérer donc les réseaux. La fédération d'identité, c'est donc le fait de pouvoir fédérer tous ces systèmes-là par une couche que l'on va mettre au-dessus et qui permettra de me déclarer, et grâce à cette couche qui est au-dessus, eh bien, je pourrai rentrer dans tous ces systèmes qui seront fédérés. Alors, c'est pas d'une évidence absolue. Hein. Alors, en fédération d'identité, vous allez toujours retrouver cette fameuse trilogie qui est ici. Vous avez trois personnages. Vous avez donc le client, hein, l'utilisateur, celui, moi, je veux me connecter à la comptabilité. Vous avez le fournisseur du service, je suis la comptabilité. Et puis, vous avez ce fameux personnage qu'on appelle le IDP, Identity Provider, qui est le fournisseur d'identité. En gros, ça se passe comme ça, même si la phraséologie n'est pas la même. Je suis utilisateur, je dis voilà, je m'adresse à la comptabilité, je dis je veux me connecter. La comptabilité dit mais toi je te connais pas. Et il s'adresse à l'IDP et il lui dit est-ce que tu connais cet individu? Et l'IDP dit oui, on le connaît, on peut lui attribuer donc un jeton, un token pendant une certaine durée, 5 minutes, 10 minutes. Et ça va constituer ce qu'on va appeler, avec la technologie XML, on va appeler ça donc une assertion d'autorisation. Donc ce sont ces trois personnages que vous retrouverez toujours, quelle que soit pratiquement la technologie, trois personnages. Dans certains cas, il y en a un quatrième, mais il est un peu secondaire. Alors, dans le cas de SAML, regardez, alors, là je ne veux pas vous faire peur, hein, mais quand vous regardez ce qu'est une assertion SAML, vous voyez que c'est pas non plus d'une simplicité évidente. Hein. Vous voyez donc ici, quand vous regardez bien sur ce dessin, vous voyez assertion SAML là-haut, là c'est la fin de l'assertion, et entre les deux, eh bien, vous avez plein d'informations qui sont fournies donc par l'IDP, et qui va être envoyée soit au fournisseur de services, la comptabilité, soit directement à l'utilisateur, qui va lui permettre de se connecter pendant un certain temps. Alors vous pouvez regarder tranquillement, hein, je rappelle que toutes ces présentations sont disponibles bien entendu, c'est à votre disposition en téléchargement. Donc vous allez voir ici, c'est une assertion XXX qui a été émise à tel moment par le fournisseur d'identité dont il y a ici l'adresse URL, qui concerne le sujet YYY, spécifiquement pour le fournisseur de services HTTPS, etc. Ouais, tout est précisé. Et cette assertion, eh bien, elle est signée par le fournisseur d'identité. Donc, elle est signée comment? Avec sa clé privée, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une signature électronique. Bien. Alors, ça, c'est le principe. Hein. Maintenant, si on veut aller plus loin, au fond, quels sont les scénarios dans lesquels vous allez vous trouver maintenant? On a progressé depuis la notion d'identité, la notion de SSO, etc. Et maintenant, quels sont les liens que l'on peut envisager entre la gestion d'identité et puis finalement et le single sign? Quels sont les scénarios possibles? Alors, parmi les scénarios, je vous les donne en brut, hein, en vrac comme ça. Soit vous faites rien, et les utilisateurs doivent se souvenir donc d'un grand nombre d'habilitations en fonction des applications auxquelles ils doivent se connecter. Deuxième solution, vous faites un SSO local, c'est vous qui gérez tout, avec un ANURL DAP. Et vous devez donc organiser votre ANURL DAP. Vous pouvez également mettre en place une solution spécifique de type, mettons, Kerberos. Je vous signale que Kerberos, c'est un système qui est basé sur le chiffrement symétrique, contrairement à SAML qui, lui, est basé sur un chiffrement asymétrique. Là, on est sur du symétrique et qui n'est pas simple. Hein. Ça a été créé par le MIT. C'est vraiment pas évident. Mais pourquoi pas, hein, une solution spécifique basée sur un mécanisme tel que Kerberos. On peut avoir également un SSO local avec des extensions de fédération, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure. On peut avoir un intégré, un IAM, hein, connecté à un système de SSO qui appartiendra soit à l'intégré, soit à vous-même. En général, c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs. Hein. En général, vous avez votre propre SSO, vous faites l'acquisition d'un IAM, mais vous faites bien attention que vous puissiez connecter les deux. Parce que la vérité, c'est pas celle qui vient de l'IAM, c'est de vous que vient la vérité, puisque c'est vous qui payez.
Donc c'est normal. Donc il faut que l'IAM soit connectable, c'est lui qui doit être connectable à votre SSO. Donc un IAM connecté à un système SSO, ça peut être aussi un système SSO local qui va être synchronisé avec un ANUA qui sera dans le cloud. C'est ce que font beaucoup maintenant de grandes entreprises qui ont à gérer donc plusieurs forêts, souvent Active Directory. Et donc finalement, je me connecte, j'ai simplement un login password, c'est tout. Et je ne cherche pas à savoir dans quel domaine de sécurité je me trouve, je me connecte et c'est le cloud en arrière-plan qui va me brancher sur les autres forêts auxquelles je me brancher. Ce sont les entreprises qui généralement ont une couverture donc mondiale et c'est un excellent système. Et puis donc globalement, ce qu'on peut dire, et ça c'est la dernière solution, c'est que l'IAM lui aussi et le SSO seront donc hébergés par le cloud. Est-ce que on va parler à ce moment-là d'IDaaS, donc d'identité qui sera proposée donc comme un service. Bien. Alors, vous retrouvez dans un IAM, parce que c'est souvent ce qui se passe maintenant, on retrouve dans un IAM un certain nombre de fonctions, la gestion des, c'est indiqué ici, la gestion des mots de passe, le provisionnement, l'allocation des ressources, les fonctions d'administration et d'audit, vous trouvez la gestion des process de création donc, et des habilitations, vous trouvez les contrôles d'accès, le troisième élément donc de mon AHA, la gestion personnelle, les mots de passe, je vous l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de faire les mises à jour moi-même, les droits d'accès, la réconciliation, c'est-à-dire l'association de comptes et de personnes, la recherche de comptes orphelins, etc. Il y a énormément de comptes orphelins, c'est des comptes qui existent, mais il n'y a rien derrière, ce qui fait que les criminels peuvent s'en servir pour entrer dans nos systèmes. Un IAM, ça fait tout. Voilà, c'est prévu pour faire tout. Je précise quand même une chose, chers amis, c'est que dans un système d'habilitation, d'authentification, on ne choisit pas l'IAM avant de savoir ce que l'on va faire avec. C'est-à-dire qu'on fait d'abord un cahier des charges, on dit voilà ce que j'ai à faire, et en fonction de ça, je définirai et je choisirai un IAM. La solution, vous savez, la solution dite best of breed, qui consiste à trouver ce qu'il y a de plus pertinent sur le marché, me paraît trop compliqué, surtout par les temps qui courent aujourd'hui, trop compliqué. On a autre chose à faire qu'à gérer ça. Encore une fois, je ne crois pas que ça soit véritablement notre métier. Alors, l'IAM, c'est donc l'ensemble des fonctions donc de gestion d'identité regroupées dans un intégré. Alors, il y a maintenant autre chose. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'IRM, donc c'est la gestion des relations identitaires, on va dire. L'IAM a été conçu pour des besoins qui sont des besoins de contrôle d'accès à des données et des ressources qui sont derrière le pare-feu, mais qui sont à la limite pas très nombreuses. Il n'est pas du tout adapté à l'évolution, à la connectivité aujourd'hui tous azimuts, avec des mobiles, des objets, des applications et composants qui sont éclatés, avec des problèmes de contextualité. On doit passer donc d'un système statique qui est préconfiguré, comme l'est donc un IAM, à des systèmes dynamiques et adaptables avec de nouveaux objets, et c'est ça que fait un IRM. Vous voyez, en fond, ce qu'on veut faire maintenant, c'est une évolution, on va dire, des systèmes d'habilitation. On cherche, si vous voulez, à s'adapter au changement d'environnement et à la multiplicité donc des objets. Vous avez ici, sur ce schéma, une petite comparaison très très simple entre l'IAM d'entreprise et puis l'extension IRM. Vous voyez, dans un cas, des milliers d'usagers, dans l'autre cas, des millions, les types d'usagers, les clients, etc. Et puis, vous voyez en bas un certain nombre de protocoles qui sont utilisés dans les deux cas. Et donc, par protocole, ça peut vous intéresser par XAML, c'est un langage de contrôle d'accès, de circulation des règles et d'administration de la politique de sécurité des systèmes. Vous avez le protocole qui s'appelle SCIM. Lui, c'est un standard qui est ouvert d'échange d'informations et d'identité utilisateur entre domaines d'identité différents, fédération. Et donc, SPML, lui, c'est un framework, c'est donc une API XML qui a été d'ailleurs normalisée maintenant par l'OASIS, qui permet d'échanger des informations de provisionnement pour des ressources clients, services, entre entreprises coopérantes. Disons que l'IRM, si vous faites aujourd'hui de la gestion d'objets avec des capteurs, eh bien, vous allez passer, IRM, ça ne sera pas de l'IAM. Et puis, il y a une autre évolution maintenant qui est assez intéressante, c'est celle qui concerne le CIAM. Le CIAM, c'est quoi? Eh bien, je gère l'identité non seulement de mes employés, de mes partenaires, mais et puis dans un cadre très évolutif, mais en plus, je gère également l'identité de mes clients.
ou de mes ou des citoyens de la ville dans laquelle je suis. Ça s'appelle CIAM, hein, et donc c'est une solution qui est récente, hein. C'est une problématique qui est un peu différente cette fois-ci. Il s'agit de clients qu'il faut convaincre de se connecter plutôt que d'aller voir ailleurs. Et on peut rapprocher la notion de CIM d'une autre notion qu'on appelle le MDM, Master Data Management, qui est donc la gestion des données patrimoniales, ou si vous préférez, le Golden Record, c'est-à-dire les données fondamentales. C'est un petit peu ça. Oui. Si vous voulez, l'idée, c'est de recueillir, c'est ça que fait un CIM, le maximum d'informations sur mon client, que je le fédère dans un annuaire et dans un système donc de CIM qui me permettra non seulement de bien le connaître, mais en plus d'éviter qu'il aille se connecter ailleurs. Alors, il y a trois grandes briques là-dedans. On est passé d'un modèle qui est auparavant un modèle qui était en toile d'araignée, maintenant un modèle centralisé. On a donc trois grandes briques: enregistrement et accès, hein, le stockage et le traitement, avec les notions de profilage. Vous voyez qu'on retrouve des notions que vous avez dans la qualité des données de MDM, hein, profilage, qualité, agrégation, etc. Et puis un troisième palier qui est celui de l'intégration, où ce sont des connecteurs qui vous permettent de communiquer avec les différentes briques logicielles métiers qu'il y a dans votre système, présents dans l'entreprise, hein, et qui sont concernés par les vues clients. L'idée, alors évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure au début, est-ce qu'on a véritablement le droit de faire tout ça? C'est pas évident. Est-ce qu'on a le droit de récupérer les informations d'un usager et que je gère moi dans mon propre système? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Avec RGPD, c'est pas du tout simple, hein. Et je pense que ce sera de moins en moins le cas. Je pense aussi qu'à force de s'ajouter et de rajouter des barrières pour travailler, on va plus pouvoir travailler du tout. Mais en tout cas, la question mérite d'être posée, hein. CIAM, c'est vrai, mais là, attention, hein, on est borderline. C'est-à-dire, on est vraiment à la limite de ce que l'on peut faire avec des systèmes d'authentification et d'habilitation. Alors, maintenant, les techniques biométriques. Je vous avais dit tout à l'heure que je ne suis pas un fanatique de ce genre de choses, parce que on peut pas dire que ce soit d'une sécurité absolue, hein. Alors, vous avez ici quelques exemples, hein. C'est surtout les Américains qui, depuis le 11 septembre 2001, sont très, très portés vers ça. Les empreintes digitales que vous voyez ici, qu'elles soient en 2D ou en 3D, en 5 minutes, je vais vous les casser. Le visage, la signature, la cinématique de la signature, l'image de la main, l'ADN faire du temps réel avec l'ADN, c'est pas possible. Le fond de l'œil, mais le fond de l'œil avant le whisky et après le whisky, c'est pas forcément la même chose, il me semble, hein. La rétine, l'iris de l'œil, là, ça c'est quelque chose de très intéressant. L'iris de l'œil, on a des systèmes aujourd'hui qui nous permettent on fait une erreur, en gros, sur 10 millions de mesures. Alors, c'est pas mal, hein. On enregistre donc un iris, soit dans le cloud, soit dans mon mobile, et quand je me connecte, eh bien, mon mobile me prend, avec un LED et une caméra infrarouge, il me prend donc l'image avec une grande définition, l'image de mon iris, et il la compare à un iris qui est enregistré dans le mobile, ou bien un iris qui se trouve dans le cloud. Bon, et puis vous avez d'autres techniques, hein, qui sont assez farfelues. Alors ici, je vous ai mis quelques solutions qui sont relativement crédibles, mais quand je pense à la répartition, par exemple, de la chaleur sur le visage, bon, là aussi, avant le whisky, après le whisky, j'ai un peu l'impression que c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez, ou alors, maintenant, il y a un fabricant de voitures, de véhicules, il a inventé la reconnaissance biométrique du postérieur. C'est-à-dire que l'identité, c'est l'arrière-train de la personne. Donc, il vient s'installer dans le siège de la voiture. Ben, si c'est pas le bon postérieur, la voiture démarre pas. Alors, il n'a pas le droit de maigrir, il n'a pas le droit de grossir. On fait un peu n'importe quoi. Je pense qu'il faut se méfier de tout ça parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce là-dedans. Il y a beaucoup de recherches aussi dans les laboratoires. En gros, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les systèmes de biométrie dans nos mécanismes d'habilitation et d'authentification, ce sont des systèmes d'appoint. C'est un peu comme le GPS. Tout à l'heure, j'évoquais le cas de l'aviation. Le GPS n'est pas un instrument primaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de considérer les informations qui viennent du GPS d'une manière absolue. On n'a pas le droit. Il doit être considéré comme un appareil de mesure d'appoint. Eh bien, c'est pareil avec la biométrie. La biométrie viendra en plus de quelque chose et ce sera exactement ce que va faire bientôt, dont je vais vous en parler, donc FIDO2. Alors, la grande évolution du moment, hein, c'est le fait que je crois que l'authentification va devenir invisible.
et elle va être permanente. Et on sera analysé en permanence. Alors il y aura d'abord, comme c'est montré ici, un premier process pour établir les bases de mon authentification. Pendant quelque temps, ça peut encore être un mot de passe identifiant associé à des bits de données biométriques et éventuellement des données d'adaptation. Enfin, on va établir une espèce de profil avec les mécanismes les plus pertinents que l'on pourra trouver. Bon. Mais ensuite, le système d'authentification qui va être invisible mais va travailler en permanence, c'est-à-dire que en fonction de données biométriques comportementales, par exemple, la manière dont je fais le déplacement du doigt sur un écran d'un mobile, on peut l'analyser et il est assez caractéristique des individus. Ou l'usage d'une machine, d'un mobile à une certaine heure, ça correspond à un comportement. Si vous voulez, ce que l'on fait maintenant, ce que l'on commence à faire, et c'est comme ça qu'on fonctionnera demain, eh bien on va travailler avec des systèmes qui en permanence vont s'assurer que les données comportementales que l'on récupère, que l'on recueille sur votre façon de travailler, eh bien correspondent toujours à ces informations de base que vous avez enregistrées au départ. Ça va se faire en permanence. Et donc, ça permettra d'éviter beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, vous voyez, données invisibles, données biométriques comportementales, ça, c'est une évolution qui va être extrêmement intéressante. Alors, dernier point que je voulais évoquer, vous voyez que le temps passe, dernier point que je voulais donc évoquer avec vous, c'était le fait que les mots de passe disparaissent sur les mobiles. Alors je voudrais insister un tout petit peu sur l'un de ces mécanismes qui donc est FIDO2. Alors d'abord, je voudrais dire qu'il y a aujourd'hui deux grandes familles de produits. Il y a FIDO d'un côté et il y a Mobile Connect de l'autre, qui enrobent dans les deux cas des mots de passe dans des mécanismes plus forts, plus sûrs, on va dire, d'authentification forte. Bien. FIDO, c'est pas un serveur, ce qui valide l'identité d'un usager, mais c'est le mobile qui va le faire. Alors, il y a deux méthodes, une méthode qui s'appelle UAF et une méthode qui s'appelle U2F, qui est indiquée ici. Si ça vous intéresse, donc vous pourrez le regarder. Simplement, dans le cas de U2F, il y a un deuxième facteur qui est associé au premier élément biométrique d'UAF. C'est un petit peu plus compliqué. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer comment ça se passe avec FIDO2 ici. Vous voyez sur ce schéma, en fait, en gros, voilà comment ça se passe. Je suis un utilisateur, je veux me connecter à la comptabilité, un serveur de comptabilité. Et dans un premier temps, je lui dis, mon cher ami, parce que je suis poli, eh bien, je voudrais bien me connecter chez toi. Et lui, il me répond, je ne te connais pas. Et il me dit, par contre, je veux bien te connaître. Donc, ce qu'il fait, il me demande comment je veux être reconnu. Et je lui dis, je veux être reconnu, mais par deux choses. Par ma clé privée, qui m'a été attribuée par un système d'authentification, et par une donnée biométrique. Alors, le mécanisme est le suivant. Le serveur de comptabilité va envoyer ce qu'on appelle un challenge. Il envoie donc à l'utilisateur potentiel, il lui dit, voilà, je t'envoie une chaîne de caractères de 32 caractères dans laquelle il y a une valeur numérique aléatoire. Bien. Ce que fait l'utilisateur, il va donc il va recréer un train d'informations dans lequel il va mettre son empreinte digitale, s'il a choisi donc l'empreinte digitale. Il fait donc, et il dit, je renvoie la valeur numérique que tu m'as envoyée, je l'associe à mon empreinte digitale. Et l'ensemble du train, eh bien, il la chiffre avec sa clé privée. Que fait le serveur d'authentification? Il reçoit ça, il dit, bon ben voilà le train, il va déchiffrer avec la clé publique de l'utilisateur qui est visible, bien sûr dans l'annuaire, il la déchiffre avec sa clé publique, et il va retrouver dedans l'empreinte digitale, et il va retrouver surtout dedans la valeur numérique aléatoire, le fameux challenge qu'il a donc envoyé. Ce qui veut dire qu'après, eh bien, lorsque je vais me connecter, c'est bien très simple. Je prends mon téléphone, eh bien, j'appuie avec mes doigts, donc je fais une empreinte digitale avec mon doigt. Le mobile, il va générer un train avec mon empreinte digitale, et donc il va être reconnu par le serveur central, et je n'ai qu'à envoyer que ça. Et ce train que je vais envoyer va être donc chiffré avec ma clé privée, déchiffré avec la clé publique. Plus besoin de mot de passe. Et je suis content. Je suis content parce que je me débarrasse quand même de quelque chose. Alors,
il faut savoir qu'il y a plusieurs systèmes hein, aujourd'hui, bon, et tout se passe en fait dans le mobile, hein, et c'est du code JavaScript tout bête, hein. C'est pas compliqué du tout. Mais à mon avis, c'est vers ça que nous allons. Donc vous voyez, ça s'appelle FIDO2. Hein. Et puis il y a une autre technique que l'on peut rapprocher également. J'approche de la fin, donc vous me donnez juste 2 minutes. Donc vous avez également un Mobile Connect qui lui est basé sur un protocole d'authentification qui s'appelle OpenID Connect. Là, cette fois-ci, c'est l'opérateur qui va faire l'authentification en contrôlant le PIN de l'usager. Alors le client, comme c'est montré sur ce schéma, va donc cliquer sur l'objet, sur l'onglet Mobile Connect de la page d'accueil. Il saisit son numéro de téléphone et l'opérateur auquel ce numéro est associé. Et donc, très bien. Et donc, auquel le numéro est associé, il lui demande de saisir un texte secret qui est peut-être le PIN ou ça peut être autre chose. Donc, vous voyez, il donne le numéro de téléphone, l'opérateur et un élément qui est peut-être le PIN. Ce code est chiffré avec la clé privée donc de l'usager et chez l'opérateur, le code est déchiffré avec sa clé publique. Donc, au fond, ça revient un peu au même, hein, quelque part, c'est un petit peu la même idée, hein, si ce n'est que là, on n'envoie pas une donnée biométrique, on envoie une donnée plus classique, hein, donc de type un PIN par exemple. Voilà. Donc ça, et puis dernière chose que je voulais vous dire, et donc on va terminer avec ceci, c'est que on pourrait voir arriver dans le futur des mécanismes qui pourraient être fondés sur la blockchain. Alors il y a un système que je vous recommande, intéressant de le regarder, qui s'appelle Civic. Qui met en application, qui met en scène en fait 4 niveaux d'intervenants. Vous êtes dans une collectivité qui est privée. C'est-à-dire vous avez un groupe d'usagers qui vont se partager et qui connaîtront les authentifications et les identités de tout le monde. Cette identité, elle est mise à jour par, disons, des entités qui ont le droit de le faire. Par exemple, si j'ai une entité dans laquelle il y a les attributs que sont mes diplômes, par exemple, eh bien, les diplômes seront mis à jour par une entité qui est autorisée à le faire, mettons, et qui fait partie du groupement, hein, et qui permettra donc de dire, cet individu-là, eh bien, il a passé un doctorat ou il a fait ceci et cela. Donc, on va dire, ce sont des intervenants qui appartiennent donc à l'ensemble. Donc, vous voyez, l'identité, elle est fabriquée par un ensemble de fournisseurs d'informations, hein, qui sont des espèces de prestataires externes. Cette identité, ensuite, est partagée par toute la communauté et le mécanisme, et c'est là où intervient donc la blockchain, le mécanisme de mise à jour. Si par exemple je fasse un doctorat demain matin, eh bien il va falloir mettre à jour donc tous les fichiers de l'ensemble des participants, et ça se fera par une technique traditionnelle de blockchain, c'est-à-dire par une fonction donc de minage, tout simplement, avec une notion de preuve. Et ça, j'y crois beaucoup, vous voyez, parce que pas dans un système public. Pas imaginer un système public avec 10 millions de personnes, mais dans les entreprises, par exemple. Pourquoi ne pas imaginer des accords avec des banques, avec certaines entités d'enseignement, hein, et pourquoi ne pas imaginer ça? En tout cas, la blockchain, elle serait très intéressante. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas trafiquer. Vous savez qu'aujourd'hui, près de 30% des curriculum vitae sont faux. Parce que les gens mettent des diplômes qu'ils n'ont jamais passés. Moi, je peux très bien mettre, j'ai passé 4 doctorats, un en physique, un en mathématiques, un en biologie et un en philosophie. Pourquoi pas? La plupart du temps, c'est pas contrôlé. Alors, si j'en mets 4 quand même, ça sera contrôlé. Mais en général, c'est pas vérifié. Là, j'aurai donc un moyen de m'assurer de la véracité de ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est un système privé. Donc, moi, je vous donne simplement dans cette présentation, je vous donne simplement donc on va dire les endroits où il faut aller regarder. Bon, je reviendrai d'ailleurs longuement dans plusieurs autres webinars qui vont bientôt venir hein, sur certains aspects donc, de l'authentification. Comme j'ai dépassé de 3 minutes, j'espère que vous m'en voudrez pas, je veux simplement vous rappeler que je vais vous retrouver, si ça vous intéresse, dès lundi prochain, le lendemain, donc le 23 décembre, où là, je vais dire beaucoup de mal d'un mécanisme qu'on appelle les SOA, donc des architectures orientées services de Gartner. Je considère que c'est une aberration et je vais expliquer pourquoi. On a le droit d'avoir un avis, hein, et l'avenir est beaucoup plus au microservice. Et donc ensuite, on aura le 30 décembre, une sorte de se préparer pour le réveillon. On parlera donc de Bitcoin et de blockchain, etc. Et vous avez ensuite ici, vous avez donc le programme jusqu'à la fin janvier. Vous savez que notre programme, il est actuellement défini jusqu'à la fin juin. Et vous allez voir que chez Le Marceau, il y a énormément donc de nouveautés qui sont intervenues depuis quelque temps. Je pense que ça vous rendra le plus grand service. Je vous rappelle que ce qui nous intéresse, nous,
c'est qu'on puisse parler de choses réelles, de choses professionnelles. Et je crois réellement que tout ce qui est habilitation, identité, j'espère vous avoir donné un petit aperçu de ce que l'on peut trouver là-dedans, en fait partie. Ça vraiment, ça en fait partie. Laissez-moi donc vous remercier pour votre attention. Hein. N'hésitez pas donc à m'appeler si vous voulez discuter d'autres choses. C'est pas compliqué. Vous allez sur le Marson hein, et vous posez donc des demandes de service ou vous nous interpellez donc directement. Je vous promets qu'on va vous répondre. Voilà. Merci pour tout et donc bon courage et à la prochaine.